J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la fois où Lionel Jospin... Ouais, vu le nombre de personnes qui le demandaient en commentaire, on a pris du vrai matériel. Hein, ça y est, c'est fini les vidéos en qualité pourrie. Je vous ai compris! Donc, salut à tous, aujourd'hui on va parler de la fois où Lionel Jospin a presque failli devenir président de la République. Ça s'est passé en 2002 et contrairement aux vidéos précédentes, si vous avez vécu cet événement politique, vous vous en souvenez forcément. Mais d'abord... contexte. Lors de l'élection présidentielle de 1995, Lionel Jospin, le candidat de la gauche, je pense pas que ce soit une fracture, parce qu'une fracture, au moins c'est net, ça bouge pas, a fait un score absolument inespéré. Dans cette élection, Lionel Jospin était un peu candidat par défaut. La gauche n'avait pas encore réussi à se trouver un vrai chef après le départ de François Mitterrand, et du coup Lionel Jospin est devenu candidat, mais sans grande conviction. Et pourtant, il est arrivé premier au premier tour avec 23% des voix, alors que, pour être honnête, personne ne croyait en lui. Oh putain, le cador que c'est lui! Mais c'est Rocky! Sur le papier, il vaut pas un calot, mais sur le ring, c'est un caterpillar! Il a ensuite perdu au deuxième tour contre Jacques Chirac, le patron de la droite. Le petit noir que vous prenez sur votre comptoir. Mais c'est normal puisque dès le départ, Lionel Jospin n'avait à peu près aucune chance de gagner. Mais ce très bon résultat au premier tour lui a néanmoins permis de s'imposer comme le nouveau leader de la gauche après le départ donc de François Mitterrand. Et donc 2 ans plus tard, c'est naturellement Lionel Jospin qui devient Premier ministre de Jacques Chirac après que ce dernier a fait la bourde monumentale de dissoudre l'Assemblée nationale. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo complète sur ce sujet et je vous invite à aller la regarder si ça n'est pas encore fait. Malgré leurs désaccords, Lionel Jospin et Jacques Chirac gouvernent la France pendant 5 ans et ils obtiennent de plutôt bons résultats. Le chômage est au plus bas, il faut dire que la conjoncture économique est plutôt bonne, de grandes réformes sont faites, notamment les 35 heures, et on a même gagné la Coupe du Monde. Second poteau Pavard! Mais non, pas celle-là, putain. Le tandem Jospin-Chirac devient donc logiquement assez populaire en France, mais l'élection présidentielle de 2002 approche et elle va les opposer. En effet, Lionel Jospin devient naturellement le candidat de la gauche et Jacques Chirac devient logiquement le candidat de la droite. On a donc une élection présidentielle qui oppose les deux chefs de l'exécutif et ça promet toujours pas mal de rebondissements. Au début, c'est plutôt Lionel Jospin qui a l'avantage. La plupart des sondages ne parviennent pas vraiment à déterminer qui sera en tête du premier tour, mais ils s'accordent tous pour dire que c'est Lionel Jospin qui va gagner au second tour face à Jacques Chirac. Jean-Marie Le Pen, le patron du Front National, est placé en 3e position. C'est une pitoyable dégonflade. Mais si vous regardez cette émission, vous savez que rien n'est jamais joué d'avance dans une élection. Et de fait, Lionel Jospin va enchaîner toutes les erreurs qu'il est possible de faire dans une campagne présidentielle, ce qui va conduire non pas à sa défaite au second tour, ce qui mériterait déjà un epic fail, mais bon, à la limite ça peut arriver, mais carrément à son élimination au premier tour. Et là, ça fait très mal. Et on va démarrer tout de suite avec la plus grosse erreur de Lionel Jospin dans cette campagne, la stratégie d'alliance avec la gauche plurielle. Souvenez-vous, la gauche plurielle, c'est cette espèce de fusion-polymérisation ultime de la gauche que Jospin a inventé en 1997. Sauf que la gauche plurielle n'est pas vraiment une union de la gauche, c'est plutôt une sorte de fédération de partis. C'est-à-dire que les différents partis qui forment la gauche plurielle n'ont jamais vraiment unifié leurs idées ou fait un programme commun. Ils restent totalement indépendants les uns les autres, c'est juste qu'ils sont éventuellement prêts à gouverner ensemble et à s'aider mutuellement pour les élections. En gros, c'est pas vraiment une union de la gauche, c'est plus une accumulation de partis très différents qui ont pour point commun de se définir comme de gauche et qui sont juste prêts à travailler ensemble. Ah ouais, donc en fait c'est la gauche plurielle, c'est-à-dire littéralement formée d'éléments multiples. Voilà. Le problème que ça pose, c'est qu'au moment de l'élection présidentielle de 2002, la gauche plurielle n'arrive pas à se trouver un candidat commun. À la place, chaque parti qui forme la gauche plurielle décide de présenter son petit candidat. Et du coup, on se retrouve avec 5 candidats différents pour la gauche plurielle. Lionel Jospin, bien sûr, mais aussi Christiane Taubira, Robert Hue, Jean-Pierre Chevènement et Noël Mamère. Quel nom à la con. Qu'est-ce que t'as dit sur Mamère? Le problème, c'est que ces 5 candidats ont tous un programme assez proche et du coup, ils vont se diviser les voix des électeurs de gauche au premier tour. Et du coup, Lionel Jospin, qui est censé être le candidat principal de la gauche plurielle, va se faire prendre des voix par ces 4 candidats qui sont censés être ses alliés. Mais c'est complètement débile. Je veux dire, tous les partis de la gauche plurielle auraient dû soutenir Jospin et le désigner comme candidat unique de la gauche, non? Et oui, ça aurait mieux marché. Sauf qu'à l'époque, tous les sondages annoncent que les 2 qualifiés du second tour seront, sans aucun doute possible, Lionel Jospin et Jacques Chirac. On considère donc que le premier tour est en quelque sorte joué d'avance et qu'il n'a pas vraiment d'importance. Je suis donc avec Lionel Jospin et Jacques Chirac, mais si on a l'impression que vous ne vous préoccupez pas du tout du premier tour. Faux, le premier tour c'est très important. Faut combattre le Sénégal au match d'ouverture, sinon on se tape l'Argentine en 8e. Non, mais je parlais du premier tour des présidentielles. Ah ouais, ça aussi c'est super. C'est retransmis à la télé? Tout le monde considère que le premier tour est déjà joué.
Alors tant qu'à faire, chaque parti de la gauche présente son petit candidat, histoire de montrer qu'il existe, tout en ayant bien sûr l'intention d'appeler à voter pour Jospin au second tour. Et tant qu'à faire, chaque parti de la gauche plurielle mène une campagne très agressive, histoire d'avoir le plus gros score au premier tour, parce qu'ils savent que s'ils ont beaucoup de voix, ils pourront ensuite influencer la composition du gouvernement. Question? Oui, Lionel Jospin c'était bien le chef de la gauche? Ouais, et alors? Ben, il aurait pas pu demander aux autres partis de la gauche plurielle d'arrêter leurs conneries et de juste le soutenir lui? Appelé à voter utile, quoi. Eh bien en fait, Lionel Jospin lui-même était persuadé qu'il se qualifierait pour le second tour sans aucun problème. Alors il a rien fait. Imaginez juste une minute, monsieur le Premier ministre, monsieur le candidat, que vous soyez pas au second tour. Oui. Vous votez pour qui? Non, j'ai une imagination normale, mais tempérée par la raison quand même. Ah ouais, en fait le mec a juste rien vu venir, quoi. Si seulement c'était le seul problème. Parce que certes, dès le début, la stratégie d'alliance de Lionel Jospin est désastreuse parce qu'elle divise son électorat. Mais en plus de ça, tout au long de la campagne, Lionel Jospin fait toute une succession de petites erreurs qui lui font bêtement perdre des voix. Bon, on va pas toutes les faire, parce que sinon, honnêtement, on est parti pour 1 heure. On va juste parler de 3 de ces erreurs parmi celles qui lui ont coûté le plus cher. La déclaration de candidature de Lionel Jospin est une catastrophe. Il se déclare candidat par fax. Non, si. Le mec est Premier ministre en exercice. Il a tous les moyens qu'il veut pour faire un grand discours marquant, pour démarrer sa campagne avec un événement énorme, et la seule chose qu'il trouve à faire, c'est d'envoyer un fax tout nul aux journalistes pour leur dire qu'il est candidat à la présidence de la République. Ça craint grave. Mais le pire, c'est qu'il est bien obligé d'annoncer face caméra qu'il est candidat, pour que les gens soient au courant. Alors il demande aux journalistes de venir faire une espèce de mini-interview dans la rue, devant chez lui, à la Zob, juste pour pouvoir dire devant les caméras qu'il est candidat. Alors, on est en plein hiver, on est dans la rue, il fait nuit, le son est dégueulasse, l'image est dégueulasse, tu veux qu'on reparle de tes 2 premières vidéos? Non mais sans déconner, regarde. Est-ce que ça, c'est du niveau d'un Premier ministre en exercice qui veut devenir président de la République? Et c'est même pas fini. Après ça, il est invité sur un plateau télé pour expliquer les raisons de sa candidature et présenter son projet pour la France. C'est sa première vraie interview en tant que candidat, du coup il faut pas se rater. Mais Lionel Jospin arrive visiblement très stressé et il enchaîne des formules toutes faites qui, honnêtement, ne veulent pas dire grand-chose. Regardez. C'est une bonne situation, ça, Scribe. Vous connaissez peut-être ce joli film Le bonheur est dans le pré. Là, c'est maintenant, à moi, après 5 ans de gouvernement, à avoir travaillé, je dirais un peu attelé à la carriole, eh bien, à m'ébrouer dans le champ de la démocratie. Et donc, c'est une forme de libération qui doit rester maîtrisée, et c'est ça qui provoque ce plaisir du débat, de la confrontation, de dire aussi la vérité en quoi on croit. J'ai rien compris. Du coup, avec cette annonce de candidature totalement ratée, Lionel Jospin met dès le début sa campagne sur de mauvais rails. Lionel Jospin est pris en flagrant délit de mensonge quelques mois à peine avant l'élection. Depuis son entrée dans la vie politique, des rumeurs circulent sur Lionel Jospin disant que dans sa jeunesse, il aurait été trotskiste, c'est-à-dire communiste révolutionnaire, pour faire simple. Meurs, pourriture communiste. Lionel Jospin a toujours nié ces rumeurs, disant que c'était son frère qui était trotskiste et que du coup on l'avait confondu avec lui. Mais à peine 1 an avant l'élection présidentielle, il admet qu'il a menti pendant toute sa carrière politique et que oui, il a bien été trotskiste dans sa jeunesse. Lionel Jospin perd énormément de crédibilité sur ce coup-là. On s'aperçoit qu'il a été capable de mentir sur son passé pendant plusieurs années, et ça évidemment, pour quelqu'un qui veut être président de la République, ça passe très mal. C'est une erreur d'autant plus bête que Lionel Jospin, de son propre aveu d'ailleurs, n'avait pas vraiment de raison de mentir à ce sujet. Il s'est tiré une balle dans le pied tout seul. Bon après, une des caractéristiques de Lionel Jospin, c'est qu'il aime bien se tirer des balles dans le pied tout seul. À peine quelques jours après les révélations sur son passé trotskiste, il sort ce lapsus, histoire d'alimenter un peu la polémique. Et prise en compte par les travaillistes eux-mêmes et par les... Très bien.
Bravo Lionel. Lionel Jospin insulte Jacques Chirac en plein milieu de la campagne électorale. Au cours d'une discussion informelle avec des journalistes, Lionel Jospin qualifie Jacques Chirac d'homme fatigué, passif, vieilli et usé par l'exercice du pouvoir. Et ça, évidemment, ça passe très mal pour tout un tas de raisons. D'abord parce que Jospin n'attaque pas Chirac sur ses idées, mais sur sa personne, sur son âge. C'est une insulte, et ça, c'est évidemment indigne d'un débat démocratique. Ça passe mal aussi parce qu'il y a plein d'électeurs à ce moment-là qui sont plus âgés que Jacques Chirac, et ils se sentent donc indirectement insultés par Jospin. Et enfin, ça passe mal parce que à ce moment-là, Chirac a 69 ans et Jospin 64. Donc si Chirac est vieux, Jospin aussi quoi. Évidemment, Jacques Chirac se sert de ce prétexte pour décrédibiliser Lionel Jospin dans une interview qui est restée célèbre. J'ai engagé la campagne il y a un mois. Et j'ai fait des propositions, celles que je croyais utiles. Et j'attends les propositions des autres candidats, notamment celles de M. Jospin. Et qu'est-ce que j'entends? Des propos sur le physique, le mental, la santé. C'est une technique qui s'apparente un peu au délit d'opinion. Même presque au délit de sale gueule, si j'ose dire. Lionel Jospin est obligé de s'excuser publiquement pour ses propos et perd donc énormément d'intentions de vote. Vous croyez qu'il va s'arrêter là, hein? Eh ben non, quelques jours plus tard, il trouve encore le moyen de se tirer une balle dans le pied. Lapsus, lapsus. Notamment dans l'hypothèse que j'appelle de mes vieux, vieux. Putain, mais c'est pas possible. Avec toute cette série d'erreurs, Lionel Jospin perd progressivement des intentions de vote dans les sondages, et comme en plus les voix de la gauche sont éparpillées entre 5 candidats, il se laisse progressivement rattraper par le leader du Front National, Jean-Marie Le Pen, qui pourtant était à l'origine 3e dans les sondages. Alors, qu'on s'entende bien. La veille de l'élection, Jospin est en tête des intentions de vote pour le 2e tour. Mais pour le 1er tour, il est derrière Chirac et il est légèrement devant Jean-Marie Le Pen. Mais son avance est tellement légère qu'en fait, personne ne peut affirmer avec certitude que Jospin sera bel et bien devant Jean-Marie Le Pen le jour J. En fait, n'importe quel événement peut faire basculer l'élection. Du coup, le risque, c'est que Jospin soit éliminé au 1er tour, alors même qu'il est sûr de gagner si jamais il arrive au 2e. Mais à l'époque, personne ne peut croire sérieusement que Lionel Jospin va arriver derrière Jean-Marie Le Pen. Personne, sauf Jean-Marie Le Pen. Je pense que s'il est au 2e tour, il battra Chirac. Mais il ne sera pas au 2e tour. Tout est dit. Arrive le jour du scrutin. Lionel Jospin est tellement sûr de lui qu'il a explicitement demandé à son équipe de ne pas lui donner les résultats avant l'annonce officielle à 20 h. Oui, parce que les résultats tombent officiellement à 20 h, mais dans les faits, les partis ont les résultats bien avant. Et du coup, à 19 h 30, au siège du Parti Socialiste, on assiste à une scène absolument surréaliste. Lionel Jospin qui arrive tout sourire et qui traverse une foule de militants qui sont littéralement au bout de leur vie. À ce moment-là, il est le seul dans la pièce à ne pas savoir qu'il a perdu. À 20 h, les résultats officiels tombent et là, coup de tonnerre dans le ciel de l'histoire politique française. En tête, Jacques Chirac, 20% des voix. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second avec 17% des voix. Jacques Chirac arrive en tête du 1er tour avec 20% des voix, mais le 2e, c'est Jean-Marie Le Pen avec 16,8%. Lionel Jospin est 3e avec 16,2% et il est donc éliminé au 1er tour de l'élection présidentielle à 200 000 voix près. Ce qui est minuscule comme écart. En fait, le jour J, beaucoup d'électeurs de Jospin se sont abstenus parce qu'ils pensaient que le 1er tour était déjà joué, que Jospin serait qualifié et que c'était pas la peine de se fatiguer à aller voter finalement. A l'inverse, les électeurs de Jean-Marie Le Pen se sont fortement mobilisés parce qu'ils ont senti qu'ils pouvaient faire basculer le scrutin. Bref, Lionel Jospin passe instantanément du statut de futur président de la République à celui de responsable d'un des plus grands naufrages de l'histoire politique française. Monsieur Jospin, s'il vous plaît. Immédiatement, le désormais ex-futur président prend ses responsabilités. Lionel Jospin reconnaît son échec et prononce une phrase qui est restée célèbre. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin
après la fin de l'élection présidentielle. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Lionel Jospin n'a plus jamais occupé, ni même brigué, un poste d'importance dans la vie politique française. Cet échec a mis un coup d'arrêt définitif à sa carrière politique. Quant à l'élection présidentielle, elle se poursuit évidemment sans lui. La quasi-totalité des candidats et des partis politiques appellent à voter pour Jacques Chirac pour faire barrage à Jean-Marie Le Pen. Également, de grandes manifestations sont organisées pour protester contre la présence de ce dernier au second tour de l'élection. Et finalement, c'est Jacques Chirac qui emporte largement la victoire et qui est réélu président avec un score digne d'un dictateur communiste. Pourriture communiste. 82% des voix contre à peine 18% pour Jean-Marie Le Pen. Évidemment, cette défaite a profondément marqué la gauche dont les principaux représentants étaient, comment dire, aigris après le premier tour. Tous ceux qui sont allés à la pêche, qui ont fait la fine bouche, à qui il aurait fallu un petit peu plus de ceci, un petit peu moins de cela, et ben voilà le résultat. Mais au-delà de la gauche, c'est toute la politique française qui a été marquée par ce 21 avril 2002. Au-delà de la surprise, c'était la première fois de l'histoire de la Ve République qu'un candidat extrémiste accédait au second tour de l'élection présidentielle. D'ailleurs, moi-même, je suis né en 1995 et c'est littéralement le premier événement politique dont je me souvienne. L'événement a même donné naissance à une expression, désormais ce qu'on appelle un 21 avril, c'est l'élimination surprise du favori à une élection. C'est tout pour cette fois, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous, partagez, commentez, mettez des pouces de toutes les couleurs. Quant à moi, je dois y aller. Le moment est venu. Quand le moment est venu, l'heure est arrivée. Pour moi, pour toi.